Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment vous présenter, parce que vous connaissez les lieux par cœur, donc vous êtes quasiment chez vous, mais je vais quand même le faire pour tous ceux qui ne vous connaissent pas bien. Laurence Banin, vous êtes philosophe, essayiste, docteur en philosophie politique et épistémologie, et vous enseignez à l'université de Toulon. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, c'est le 17e, dont on va parler ce soir, si mes comptes sont bons, L'énigme du temps vers une philosophie du sablier aux éditions d'Etra, AVS, et je vais tout de suite parler du 18e ouvrage avant d'oublier, parce que il est important, ça s'appelle La vie au bout des doigts, il sortira prochainement, je crois, c'est ça ? Le 22 avril. Le 22 avril, au DDB au Rocher, donc c'est la maison d'édition, et vous ne l'écrivez pas seul, puisque à vos côtés, on retrouvera Henri Joyeux, le chirurgien, et Jacques Di Catanzo, réanimateur, c'est bien cela, hein ? Tout à fait. Donc 22 avril, et bien sûr, on pourra le découvrir au Festival du Livre de hier, à la fin du mois, 22, 23 et 24 avril. Alors, vous le savez, cette conférence va durer 3 quarts d'heure, 50 minutes, elle comptera 2 temps. Alors un temps d'abord de débat avec Laurence autour de son ouvrage, L'énigme du temps, et puis bien sûr vous aurez la parole, vous pourrez évidemment l'interroger sur ce sujet, avant évidemment de peut-être vous faire dédicacer, je l'espère, je vous le recommande d'ailleurs, le livre de Laurence. Alors Laurence, d'ailleurs, on va parler de ce livre, vous nous avertissez très vite dans cet ouvrage, vous nous dites « Poser une définition du temps » est très difficile. Et pourtant, vous avez choisi de poser cette définition et de poser ce sujet sur la table. Pourquoi ? Parce que justement, je trouvais qu'il y avait de nombreux ouvrages de philosophie et même de sciences qui parlaient du temps, mais en réalité, c'était tout pour dire qu'on ne savait pas le définir. Et quand c'était les scientifiques qui s'attachaient à développer la notion du temps, eh bien, on trouvait un langage qui était extrêmement complexe et on n'était pas forcément à même de le comprendre. Alors j'ai voulu réaliser une sorte de panorama de l'histoire de cette notion et en même temps poser par élimination une définition du temps. Alors comment, au fil de l'histoire, on a appréhendé cette notion de l'histoire ? Parce que c'est aussi ça, ce livre. Tout à fait, parce qu'au départ, il faut savoir que le mot calendrier, calendaire, ça vient de cette antériorité du moment où on avait pensé le temps uniquement pour les saisons. Et quand on se tourne vers l'Égypte ou vers les Babyloniens, on comprend que c'était après les récoltes, donc après l'été, qu'on devait payer ses impôts. Donc l'année commençait au calendrier, c'est-à-dire au moment où on payait ses impôts à la saison de l'automne. Donc en observant tout cela, ça permet de montrer des modèles du temps qui renvoient à l'aspect terrestre et même à l'agriculture. Et cette dépendance aux crues, puisqu'on sait qu'en Égypte, les crues du Nil faisaient qu'on était obligé de redistribuer les espaces sur les berges du fleuve, parce que tout avait été emporté à chaque crue. Donc le fait de redéfinir l'espace redéfinissait en même temps le temps. Et donc à partir de là, j'ai développé les différents modèles du temps. Alors on essaie de le faire au fil de l'histoire. Comment ça se passe de l'Antiquité au Moyen-Âge et puis vers l'époque contemporaine ? Eh bien je dirais que la conception du temps dépend de la mentalité de ceux qui le posent. En fait, si on est inquiet à l'égard de sa mort, si on s'interroge sur un devenir ou un au-delà, bien souvent on pose un être premier, donc une éternité avant, de manière à dire si Dieu éternel crée le monde dont je fais partie et me garantit, même si c'est l'enfer, une autre vie après, je suis partant. Ça veut dire que j'ai l'impression que mon temps va durer plus longtemps. Et puis il y a tout l'aspect mythologique, puisqu'on sait que le temps renvoie aussi à Chronos qui dévore ses enfants, donc c'est encore une autre modélisation. On sait que le Moyen-Âge, puisque vous en avez parlé, le temps deviendra le temps du tempus, c'est-à-dire on est coupé du monde pour vivre dans la vie monarcale, et à partir de ce moment-là, le temps va scander par l'horloge les moments de prière, le temps du travail, etc. Alors on va y revenir sur le temps du travail tout à l'heure. Est-ce que ce temps-là fait peur, cette notion de temps fait peur, par exemple, au Moyen-Âge ? Le temps en lui-même, il ne fait pas peur, c'est la destinée qui fait peur. C'est-à-dire que les hommes se sentent mortels, et il faut savoir qu'on mourait beaucoup plus jeune au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Et donc, effectivement, la question de la peur, la question de la maladie, l'angoisse de la mort à venir et très rapidement, eh bien nécessairement, ça permettait de visionner, ou en tout cas d'imaginer un espace dans lequel le temps n'aurait plus de fin. Et ça serait un temps de l'âme, en gros. Et la religion a joué un rôle particulier dans cette notion ? Oui, la religion a joué un rôle particulier parce que d'abord, il suffisait de dire que Dieu était hors du temps et posait une éternité, pour ensuite imaginer une finitude et une fluidité d'un temps qui passe et que l'on voyait défiler par les horloges, en gros. Donc il fallait qu'on le visualise.
la question du temps, celle de la question de la vie, de la mort, ça pose aussi la question de l'utilité de l'homme sur Terre, pendant le temps où il est présent. Alors oui, c'est toujours les mêmes questions. En philosophie, on dit toujours d'où venons-nous, où allons-nous, et entre-temps, qu'avons-nous à faire? Donc je crois que la question du devenir est une question qui préoccupe, même si certains dépassent complètement l'idée de la peur de la mort, mais malgré tout, c'est une interrogation. C'est ce qui met un terme quand même à l'existence. Alors ça fait repenser la vie, parce que si on est éphémère et si on est mortel, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis on trouve peut-être ça injuste en disant on m'a donné une vie pour me la reprendre, je suis abandonné en gros. Oui, mais pendant ce temps de présence, alors vous évoquez quand même l'idée de la créativité. On doit avoir une utilité. On est là, sur Terre, présent pour un but, pour un objectif. Et ça, c'est tout au long de l'histoire. Mais on est là sur Terre pour se donner un but, en réalité. Parce que le but, il n'y est pas nécessairement. Si on ne prend pas l'option de dire qu'il y a un Dieu qui a organisé le monde et tout ce qui se déploie avec lui. Ça veut dire que nous sommes seuls avec nous-mêmes et qu'il n'y a rien dans le ciel. Donc tout se fait ici. Et en réalité, ça veut dire qu'il faut repenser le temps de nos existences pour profiter de la vie, bien sûr, et pour mettre en œuvre quelque chose, notre destinée, en gros. Alors on voit bien que la question du temps, chez les hommes, comment elle peut s'imposer, comment elle peut se mettre en place dans un monde qui est en perpétuel changement. Ça va être difficile, ça, quand même. Ben, on remarque justement que dans l'Antiquité, on a cherché à trouver les moments où le temps se répétait, parce que la familiarité avec les phénomènes, qui étaient des phénomènes devenus habituels, permettait aux hommes finalement de s'organiser. Donc le jour, les saisons, les années, j'ai envie de dire, c'était un moyen de repenser les choses et de se dire, comme ça revient, c'est pas définitivement perdu. Et puis on avait commencé à mesurer le temps, alors dans l'approximation bien sûr, mais avec le cadran solaire, on voyait bien que ça revenait au bout d'un certain cycle. Donc les éléments de similitude auxquels on s'habituait rassuraient les hommes tant à leur vie, puisque pour eux, la vie était scandée par des temps qu'ils occupaient bien sûr par le travail, et peut-être aussi par autre chose, c'est-à-dire la culture, la détente, etc. Les scientifiques, quel regard portent-ils sur... et comment appréhendent-ils cette notion du temps? Alors justement, l'intérêt, c'est de penser qu'on a parlé de la mythologie, oui. On a évoqué la question du temps qui était utile et dont on a eu besoin pour fonder les premières cités. Le temps du scientifique, c'est un temps qui pense à revenir aux 10 moins 43 secondes, ce moment qui est complètement énigmatique, où on se demande si dans l'élément clé, le petit élément, il n'y a pas un univers contenu, et si ce n'est pas justement l'explosion de ce petit élément qui aura donné aussi par torsion et extension toute la densité du monde et toute la temporalité du monde. Et là c'est extraordinaire parce qu'on pose la question, on n'a pas la réponse, on cherche au grand collisionneur, vous savez, de particules à Genève. Pour le moment ça n'a rien donné, il y a des petites explosions mais ça ne crée pas de matière derrière, donc ça n'a rien donné. Mais on interroge parce qu'effectivement, si on a eu un Big Bang, il faudra s'attendre à un Crash Bang, c'est-à-dire un moment où le souffle va ralentir l'élargissement de l'univers pour le reconcentrer sur lui. Donc la question est entière aussi pour les scientifiques, pas que pour les philosophes, et elle est passionnante, bien sûr. Et au niveau philosophe, alors vous êtes une philosophe, mais Nietzsche par exemple, qu'est-ce qu'il pose autour du temps? Alors, il pose quelque chose d'assez particulier, parce que pour lui, le temps, en fait, c'est que l'instant présent qui compte pour lui. Et je trouve ça génial pour ma part, parce qu'on est toujours soit tourné vers le passé, avec une sorte de nostalgie. Hier, c'était mieux, avant, c'était mieux, de mon temps. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, de mon temps, hein, parce que c'était de mon temps où j'étais jeune et svelte et belle, etc. Ou est-ce que c'est mon temps du moment où je commence à me dégrader, comme dirait M. Oran, quand le corps craque de tout bois, à quel moment je dis je suis de mon temps? Vous voyez, c'est quand même ce problème-là. Mais n'empêche que Nietzsche dit il faut pouvoir penser le temps dans l'instant et à sauver du présent ce qui demain nous rendra heureux. Alors il dit il faut poser une inégalité, parce que si on dit que tous les hommes sont égaux, face au temps, ils n'ont pas la même attitude. Donc on ne pourra pas le dire. Par contre, se dire que s'ils veulent sauver de maintenant quelque chose de sympathique, pour appuyer la journée de demain, eh bien, ils auront fait durer du temps. Et c'est là qu'on peut être heureux. Pour Nietzsche. Hein. Alors, je sais que c'est particulier, vous me regardez étrangement. Oui, je vous regarde étrangement. Ça veut dire qu'en fait, nous allons faire notre soirée, chacun va gagner sa maison, mais si demain je repense à quelques-unes de vos questions, ou à ce moment fort sympathique que je passe avec vous, eh bien, c'est du temps sauvé. Et ce temps sauvé fait que je ne rentre pas demain avec à l'esprit mes soucis, mes tracas, le hier que je peux regretter, etc. etc. J'aurais sauvé de ce moment les choses qui m'interpellent le plus. Bon, si j'ai bien compris, donc le passé on laisse de côté et on essaie de ne pas y repenser, bon d'accord, mais le futur alors,
Comment il s'intègre là-dedans? Eh bien, le futur, c'est le prochain moment qu'on va appréhender, mais si on l'appréhende en ayant à l'esprit des moments sympathiques que l'on veut conserver, on est déjà un peu perméable aux aléas de l'existence. En gros, si on peut développer le surhumain, parce que Nietzsche il est dans l'idée que la volonté doit oublier les échecs pour aller mieux de l'avant pour demain, eh bien, ça veut dire que la philosophie peut nous sauver d'hier et nous sauver de maintenant, en gros, de manière à ce que demain, on soit, on va dire, un peu plus fort ou un peu plus aguerri par l'expérience. Parce qu'on vieillit quand même, hein. Nietzsche non, ça n'en doute pas. Et la question de l'espoir se pose-t-elle? Alors, chez Nietzsche, il n'y a pas de question d'espoir, parce que tout repart à chaque fois à partir de soi pour demain. Donc, l'espoir, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a l'idée qu'il faut vivre le présent comme le présent. D'ailleurs, il dit, quand il prend l'exemple de prendre la pente, il dit « Comment prendre la pente ?» Réponse « Monte et n'y pense pas ». Bon, eh bien ça, c'est bien, mais quand vous êtes sur votre vélo dans les 21 virages de l'Alpe d'Huez, ben, comment prendre la pente si vous n'êtes pas entraîné en descendant? C'est-à-dire que vous ne montez pas. Ça veut dire que dans l'esprit, il faut une anticipation sur ce que l'on va faire, et il faut en même temps, dans cette anticipation, développer déjà du surhumain. Quel philosophe s'oppose à ces thèses, aux thèses de Nietzsche? Ben, on pourrait prendre tout simplement Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin lui dit que le temps, on ne peut pas dire ce qu'il est, parce qu'il est le passé du passé, le présent du présent et le futur du futur. Alors déjà avec ça, il faut se débrouiller, on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire. Mais non. Et après, il nous dit, expliquez-nous alors dans ces cas-là. Il nous dit, on a l'impression que ça tient, ça a de l'être, ça a une densité, mais dès que j'ai parlé, ben, ça y est, c'est passé dans le passé, donc je ne retiens rien. Donc finalement, il y a 3 moments du temps, et les 3 moments du temps, comme c'est des moments fugaces, on ne les retient jamais. Alors il dit, le seul temps qui existe, c'est le temps de Dieu. Mais comme je ne suis pas Dieu, j'aurais aimé, mais c'est pas moi, comme je ne suis pas Dieu, eh bien on ne peut pas, atteindre ou connaître l'éternité, puisque nous ne sommes pas lui. Donc en gros, il faudra faire confiance à Dieu, la fidesse, la foi, penser qu'il nous accorde sa grâce pour qu'on tienne debout, et après, il faut s'en remettre à lui. Là, c'est très relatif quand même. C'est Saint-Augustin. C'est vrai que c'est relatif parce qu'il faut d'abord un préalable, c'est-à-dire croire en Dieu. Pour ceux qui sont athées ou ceux qui ne se posent pas la question du Dieu, c'est vrai que c'est pas un concept qu'ils vont aborder de cette manière-là.